Voilà, il est moins quart, donc bonsoir à toutes et tous. Donc c'est le 4e cours de cette série. Donc ce soir, on va parler des chondres. Donc les chondres sont un des 3 constituants principaux des météorites, les chondrites. Donc on a parlé un peu de la matrice lors du 2e cours. On a parlé des inclusions réfractaires la fois passée. Cette fois, on se consacre à ces sphérules mystérieuses qui s'appellent les chondres. Donc les chondres sont des petites billes silicatées, vous les voyez ici, sur cette image, tout ce que vous voyez c'est des chondres. Donc c'est des petites billes silicatées formées par la cristallisation d'un liquide, des silicats, qui est issu de la fusion d'un grain précurseur. Pour le moment, prenons ça comme définition et le long de ces cours, on va voir un peu comment les choses se sont passées. Donc, comme je disais, les chondres sont des constituants principaux des météorites, les chondrites. Dans les chondrites carbonées, elles occupent entre 20 et 50% de la météorite en volume, avec l'exception des météorites CI, qui ne contiennent que de la matrice, et les CH, qui contiennent encore plus de chondres, ce sont des météorites un peu spéciales. Et dans les chondrites ordinaires et les chondrites en statite, c'est encore plus, entre 60 et 80% du volume de la météorite qui est constitué des chondres. Donc ça devient le constituant principal. La taille des chondres est assez uniforme, de l'ordre du millimètre, une fraction du millimètre, entre 0,2 et 1 millimètre, avec une moyenne de l'ordre de 0,6, 0,7 millimètres. Alors les chondres, il y en a plusieurs variétés. Alors encore une fois, il ne faut pas tomber dans la classification des insectes, comme je disais, mais bon, je vais très rapidement. Il y a toutes les différentes classes des chondres selon leur texture pétrologique. Par exemple, il y a des chondres où les olivines ont cette forme de barre, elles sont très, très jolies, donc ça s'appelle des chondres barrés. La plupart des chondres s'appellent des chondres porphyriques, et là, les olivines sont en forme plutôt irrégulière, petite. Et ce qui fait la différence entre un chondre et l'autre, on pense que c'est simplement la vitesse de refroidissement et de recristallisation. Il y a aussi un peu de différentes compositions chimiques. Donc, si on prend un chondre porphyrique, on voit différents cristaux à son intérieur. On voit des cristaux d'olivine. Donc l'olivine est composée soit des 2 atomes de magnésium, soit des 2 atomes de fer. Cette notation veut dire soit, combinés avec un atome de silicium et 4 atomes d'oxygène. Mais on peut avoir aussi des cristaux de pyroxène, où, encore une fois, on a soit 2 atomes de magnésium, soit 2 atomes de fer, mais qui se combinent avec 2 atomes de silicium et 6 d'oxygène. Donc, je l'écris comme ça plutôt que simplifié, pour montrer que, par rapport à la quantité de magnésium et de fer, les pyroxènes contiennent 2 fois plus silicium que l'olivine. Mais il y a aussi de la matière amorphe, qu'on appelle en verre, glace en anglais, que, en plus de contenir le silicium, le magnésium et le fer, comme olivine et pyroxène, contiennent aussi des éléments plus réfractaires, par exemple comme l'aluminium ou le calcium, mais aussi plus volatiles, comme le sodium, et j'en reviendrai. Alors, selon les abondances relatives de ces différentes composantes, on peut sous-classifier les chondres. Par exemple, les chondres porphyriques sont dénotés en PO, POP, PP, selon que les minérales dominants soient l'olivine ou les pyroxènes. Si c'est PO, c'est dominé par l'olivine, il y a très peu de pyroxène. Si c'est PP, il y a beaucoup de pyroxène, très peu d'olivine. Si c'est POP, c'est à peu près moite-moite. Aussi, on peut classifier les chondres selon leur degré d'oxydation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est indiqué par ces paramètres FO. Et ces paramètres FO est le ratio atomique entre les magnésium et magnésium plus fer dans l'olivine. Parce que dans l'olivine, comme je vous disais, il y a soit du magnésium, soit du fer, associé au SiO4. Donc, s'il y a du magnésium, ça s'appelle la phosphérite. S'il y a du fer, ça s'appelle la fayalite. Et donc, en gros, c'est le rapport entre la phosphérite et l'olivine en général, qu'il soit phosphérite ou fayalite. Donc, si c'est grand, 100, ça veut dire 100%, ça veut dire que 100% de l'olivine est phosphérite. Il n'y a que du magnésium, il y a 0 fer. Donc, ça veut dire que les chondres s'est formé dans un environnement très réduit où le fer était seulement sous forme métallique et il ne pouvait pas se combiner avec l'olivine. Si par contre, ce FO est plus faible, ça veut dire qu'une partie de l'olivine est formée de fayalite, donc il y a bien du fer dans l'olivine, et donc l'objet était plus oxydé, et donc le fer pouvait se combiner avec l'oxygène et le silicium pour entrer dans l'olivine.
Et donc voilà, vous avez une gradation, vous avez des condres qui sont très réduits, des condres qui sont plus oxydés. Ce qui est intéressant de remarquer est qu'il n'y a pas vraiment une dichotomie, il n'y a pas des condres réduits et des condres oxydés et rien au milieu, il y a tout à fait un continuum, et donc l'idée s'affirme, on le verra aussi plus tard dans les séminaires, qu'il y a pas mal de reprocessing et les condres peut-être démarrent comme des objets très réduits, mais dans l'évolution du disque, ils peuvent devenir progressivement plus oxydés. Alors, qu'est-ce qui fait un condre? Donc, comme je disais au début, il faut avoir un grand précurseur qui est porté à haute température au point de se liquéfier, et après, il doit recristalliser. Alors, il y a eu beaucoup d'expériences dans les laboratoires visant à reproduire la texture des condres, leur minéralogie, leur pétrologie, leur chimie, et donc, par ces biais, déterminer quels étaient les taux de refroidissement de ces grains, parce que ça nous donne une indication très forte de ce qui se passe dans les disques protoplanétaires. Donc les auteurs ont essayé en laboratoire, en prenant la matière, en réchauffant dans des fours, en faisant refroidir rapidement, de déterminer les taux de refroidissement, pas seulement les taux de refroidissement, mais aussi comment les grains refroidissent. Ça peut refroidir de façon linéaire, ça peut refroidir de façon exponentielle, ça peut refroidir de façon cassée, donc d'abord rapidement puis lentement, donc essayer différentes choses. Le consensus est à peu près que les taux de refroidissement est assez rapide quand les condres sont encore très chauds, disons entre 1300 et 1500 degrés, c'est entre 30 et 80 degrés par heure, et après, sous les 1200 degrés, c'est plus faible, de l'ordre de quelques degrés par heure. Donc, c'est des taux de refroidissement très, très élevés. Vous vous souvenez que la fois passée, je vous avais dit que pour fractionner un CAI du disque de la séquence condensation, pour le faire sortir la séquence de condensation, il faut que la température chute rapidement. Et on avait calculé que pour un CAI de 100 microns, il fallait que les disques refroidissent de quelques centaines de degrés en 3 ans. Et avec les séminaires d'Adnan, on a vu que ce refroidissement en 3 ans est tout à fait compatible avec l'expansion radiale du disque. Mais quelques centaines de degrés en 3 ans, c'est beaucoup moins que 30 à 90 degrés par heure. Donc ici, évidemment, on est sur des taux de refroidissement extrêmement rapides et qui ne peuvent pas être expliqués par l'évolution globale du disque, mais impliquent le fait que la température dans les disques est forcément variable, avec des sursauts de température suivis par des chutes de température assez rapides. Concernant la contrainte, donc comment on caractérise les taux de refroidissement, il est intéressant de voir ces résultats assez récents par Chomar et al., parce que ça a été fait pas loin d'ici, au muséum, et parce qu'en plus la logique est très intéressante. Donc les auteurs, pour déterminer les taux de refroidissement des condres, dans ces cas-là, ont analysé non pas les condres, mais des grains métalliques qui se trouvent soit à l'intérieur des condres, comme celui-ci ou celui-là, là, et chaque billette mauve est un condre, parce qu'on met en évidence le magnésium, et les taches vertes sont des taches de fer. Okay. Donc, soit des grains de métal qui sont à l'intérieur du condre, comme celui-ci ou celui-là, soit des grains de métal qui sont entourent un condre, comme c'est le cas de ces gros condres ici. Et ensuite, ils ont analysé chaque grain et ils ont regardé la teneur, la concentration du cuivre ou du gallium, le cuivre en noir, le gallium en gris, à travers ces grains métal. Donc ici, c'est un bord du grain de métal, là, c'est le centre du grain de métal, et ça, c'est l'autre bord du grain de métal, comme si on les scannait à travers son diamètre. Et ils ont remarqué que les cuivres et les galliums sont plus abondants près des bords et sont moins abondants au centre. Ça suggère que les cuivres et les galliums ont essayé de rentrer dans ces grains de métal, sans doute quand la température était élevée et les grains de métal étaient un peu en fusion, parce que ce sont des éléments sidérophiles. Et donc, on commençait à pénétrer dans les grains, mais ils n'ont pas pénétré jusqu'au centre. Cette pénétration, à un moment donné, s'est gelée, s'est fossilisée. Et on peut mesurer la distance de pénétration, on peut fitter les profils avec une gaussienne, la tracer à la main, pas très jolie, et donc déterminer cette distance caractéristique qui est l'ampleur de la gaussienne. Et donc ça, c'est la distance de pénétration, dans ce cas du cuivre, à partir du bord du grain. Cette distance de pénétration, on l'a vu l'autre fois en parlant justement de l'équilibre avec les gaz, est associée à un processus de diffusion. Donc la distance de pénétration est proportionnelle à la racine carrée d'un coefficient de diffusion qui dépend de la température et du temps.
qui passe. Ce coefficient de diffusion est donné par la loi d'Arrhenius. Donc, c'est une loi qui dépend de certains coefficients. Donc, un dépend du matériel, donc ce coefficient d'activation. Le grand T est la température. Donc, vous voyez que dès que la température baisse, ces rapports augmentent en valeur absolue, mais il y a moins de vent, et c'est un exponentiel. Donc, dès que la température baisse, les coefficients de diffusion chutent. Et si les coefficients de diffusion chutent, ben évidemment, la diffusion ralentit, en pratique, elle s'arrête. Donc, les temps de diffusion est les temps avant la chute de la température et du coefficient de diffusion. Donc, le temps de diffusion est égal à temps de refroidissement. Le problème est qu'ici, vous avez deux inconnus. Vous avez les temps et vous avez la température. Voilà. Donc, comment déterminer les deux? Donc, les auteurs se sont valus du fait qu'ils ont des mesures, pas seulement pour les cuivres, mais aussi pour les galliums. Donc, chacun va répondre à la même formule. Donc, si vous faites les rapports, vous mesurez la longueur de pénétration du cuivre et du gallium, ici sont à peu près les mêmes, vous faites leur rapport, vu que la relation fonctionnelle est la même, les tons se simplifient et ça devient égal à la racine carrée du rapport des coefficients de diffusion. Et ces coefficients de diffusion, chacun suit cette loi avec un coefficient d'activation différent, un pour les cuivres, l'autre pour les galliums. Donc, on peut déterminer la température en partant de ces rapports. Et une fois que vous connaissez la température, vous prenez l'un des deux, vous connaissez la température, vous connaissez la distance, les coefficients de diffusion, vous connaissez la température, donc les coefficients de diffusion, vous mesurez la distance de diffusion et vous calculez le temps. Donc ça c'est le temps de diffusion, mais comme je dis, c'est aussi les temps de refroidissement, les temps sur lesquels la température a chuté et a gelé la diffusion. Évidemment, ça c'est le temps de refroidissement des grains métalliques, pas vraiment des condres, mais vu qu'il s'agit des grains métalliques à l'intérieur du condre ou juste à côté, ben, c'est la même chose, enfin c'est une supposition que ce soit la même chose, mais donc vous déterminez ainsi faisant les taux de refroidissement des condres. C'est une très belle logique, donc je tenais à l'expliquer. Les résultats obtenus sont comparables à ceux obtenus par d'autres expériences de cristallisation pour reproduire la texture des condres. On trouve qu'à des températures assez élevées, entre 1300 et 1500 degrés centigrades, donc entre 1600 et 1800 Kelvin, on a des taux de refroidissement effectivement très très rapides, de plusieurs dizaines de degrés, voire 100 degrés par heure, mais ça chute assez vite. Et dès que vous descendez sous les 1300 degrés, les taux de refroidissement est de l'ordre du degré par heure, qui est toujours considérable, mais bien moindre qu'au début. Donc l'évolution est plutôt une évolution plutôt rompue, quoi, avec un taux de refroidissement très rapide au départ, et après que ça calme un tout petit peu. Une observation étonnante de ces condres est qu'au dépit qu'ils soient passés par des phases de très haute température, donc 1600, 1700 degrés, ils contiennent quand même des éléments volatiles. Des éléments volatiles que, normalement, s'évaporisent à température bien plus faible. Le sodium, en cas d'école, mais ce n'est pas le seul. Donc, le sodium, un élément que, dans le disque protoplanétaire, il s'évaporise à 950 degrés Kelvin. Or, un grain qui est sous-millimétrique, qui est porté à 1600-1700 degrés Kelvin, devrait perdre complètement le sodium. Or, si vous regardez les condres, donc ça c'est un diagramme qui montre pour différents condres, différents types, les différentes courbes bleues, la quantité d'éléments, aluminium, titanium, calcium, magnésium, silicium, chrome, manganèse, sodium, potassium, par rapport aux fameuses météorites CI qui représentent la composition solaire, n'est-ce pas? Et vous voyez qu'il y a des condres qui, oui, sont un peu déplétés en éléments volatiles comme le sodium et le potassium, mais pas beaucoup, même pas d'un ordre de grandeur par rapport aux météorites CI. Mais il y a des condres qui ne sont pas dépeuplés du tout. Ils ont une quantité d'éléments volatiles qui sont solaires. Donc, ils n'ont pas perdu d'éléments volatiles du tout, ceux-là. Et ça, c'est vraiment intriguant. Donc, Connell Alexander, un grand cosmochimiste du Carnegie Institute à Washington, c'est le premier vraiment qui s'est emparé de ces problèmes. Donc, il a montré que, voilà, on s'attendrait. Donc, ce diagramme montre la quantité de sodium dans un condre à partir du centre vers les bords. Donc, c'est un condre de 60 micromètres de rayon, donc 120 micromètres de diamètre. Donc, on s'attendrait que les condres n'aient pas de sodium du tout.
En revanche, il y a pas mal de sodium, le niveau de 1% en poids, en masse, sont tout à fait comparables à la quantité de sodium dans la matière CI, comme j'ai montré tout à l'heure. Donc il s'agit d'un de ces condres-là qui ne sont pas dévolatilisés du tout. Alors comment expliquer ça? Et les chercheurs montrent que la quantité de sodium mesurée est compatible avec celle qu'on s'attendrait en milieu fermé. Qu'est-ce que ça veut dire en milieu fermé? Ça veut dire que dès qu'un grain commence à chauffer et va vaporiser ces éléments volatiles, ces éléments volatiles ne se dispersent pas, ils restent là à côté. Donc comme si le tout était fermé dans une boîte. Et du coup, dès que le sodium vaporise, ben, se crée une vapeur de sodium avec une pression partielle de sodium grandissant, ce qui empêche l'ultérieure évaporation du sodium. C'est un peu comme quand vous sortez de la piscine mouillée, si vous êtes en grand air, ben vous séchez très vite, mais si vous sortez de la douche d'une petite salle de bain parisienne avec la fenêtre fermée où l'humidité est maximum, ben vous ne séchez pas du tout, parce qu'il y a tellement de pression partielle d'eau que votre eau sur le corps ne peut plus évaporer. Donc c'est exactement le même principe, c'est ça les milieux fermés, c'est la salle de bain petite avec la fenêtre fermée. Voilà. Alors, pour être dans des conditions analogues au milieu fermé, évidemment, il n'y avait personne qui mettait les condres dans les boîtes quand on s'est formé, Alexander et les collaborateurs ont calculé qu'il fallait avoir un milieu très très dense en poussière, de façon que chaque poussière commence à évaporer, mais il y a tellement qu'il y a du sodium partout qui vient et donc l'évaporation est vite arrêtée. Mais la quantité, la concentration de poussière qu'il faut est faramineuse, est entre 1 million et 10 millions de fois plus que dans les rapports solaires. Dans les rapports solaires, on a 1%, donc 1% de la masse est dans les poussières, 99% de la masse est dans l'hydrogène et l'hélium. Et là, il faut augmenter la quantité de poussière à hydrogène et hélium constant, il faut augmenter la quantité de poussière de 1 million à 10 millions. C'est énorme. Ces résultats ont été repris par d'autres chercheurs, par exemple ici Fedkin et Grossman, et eux, ils ont calculé les conditions, par exemple, pour que seulement 10% du sodium soit évaporé à partir d'un précurseur du condre pendant la chauffe, ou 50%. Et donc ces conditions, ils les calculent en fonction de la pression totale du gaz solaire et de l'enrichissement en poussière. Donc normalement, dans un disque protoplanétaire, la pression est de l'ordre de 10-3, 10-4 bars, donc on est plutôt par là. Et la poussière, bon, normalement c'est 1%, mais avec la sédimentation vers les plans médians, certains mécanismes hydrodynamiques, la poussière peut augmenter de 1 à 2 heures de grandeur. Donc typiquement, dans les conditions du disque, on s'attend d'être là. Okay. Mais pour perdre seulement pas plus que 50% du sodium, il faut être là-haut. Donc il faut avoir un enrichissement de poussière qui n'est pas de l'ordre des 100, qu'on peut encore concevoir, mais de l'ordre de 1 million à 10 millions, comme je disais tout à l'heure. L'alternative, elle n'est pas avoir un enrichissement en poussière, mais d'avoir des pressions du gaz faramineuses. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez une énorme quantité de gaz, d'hydrogène et d'hélium, mais donc du coup aussi beaucoup de sodium en proportion solaire. Mais bon, là, on est à 100 bars, donc on n'est pas du tout dans un disque planétaire. On est protoplanétaire, on est plutôt dans l'atmosphère d'une planète, d'ailleurs. On y reviendra vers la fin. Alors, bon, ça semble un résultat. C'est un résultat qui a tenu pendant plus d'une dizaine d'années. C'est un résultat quand même qui est très problématique. Parce qu'enrichir en poussière les disques d'un facteur 1 million, ça veut dire avoir une densité de poussière de l'ordre de 10 grammes par mètre cube. Alors 10 grammes par mètre cube, ce ne sont pas grand-chose. Un mètre cube est grand et 10 grammes, c'est léger. Mais en fait, à l'échelle du disque, c'est énorme. Et en fait, à cette telle densité, les condres devraient collapser les unes sur les autres par gravité collective. Alors évidemment, ils l'ont fait, parce qu'ils ont formé un planétésimal, ils ont formé une météorite. Donc, ça voudrait dire que les condres se sont formés pendant que les planétésimales étaient en train de se former. Donc, ces poussières sont arrivées, ils ont créé, pour une raison X ou Y, j'en reviendrai au cours 7, un amas de poussière très dense. Cet amas de poussière a collapsé sous sa propre gravité collective, et c'est pendant ce collapse qu'il y a ces événements de chauffe et de refroidissement qui forment les condres. C'est ça qui voudrait dire cette haute densité de condres nécessaire pour expliquer leur inefficace dévolatilisation. Bien, pourquoi pas, mais il y a deux problèmes à ceci.
Donc, le premier problème est qu'en fait, on voit parmi les chondres une sous-classe qui sont des chondres agglutinés. Okay. En anglais, c'est compound chondrous. Donc, ce sont deux chondres qui sont rentrés l'un dans l'autre quand ils étaient encore partiellement fondus, donc déformables. Et donc, ce ne sont pas complètement fusionnés, parce que vous pouvez reconnaître l'un et l'autre, mais bon, voilà, c'est un bisou entre chondres. Mais ces types de chondres agglutinés sont très rares. C'est tout au plus quelques pourcents. Et donc, si les chondres s'étaient formés dans cette densité faramineuse pendant l'effondrement sur les planétésimales, est-ce qu'on ne devrait pas en avoir plus? Alors, à cette critique, Alexander et son collègue Ebel ont répondu que peut-être les conditions de température pour former des chondres agglutinés sont très restrictives. Et si les chondres sont trop chauds, simplement ils fusionnent, on ne voit plus qu'un chondre. Et si les chondres sont tout petit peu plus faibles, plus froids, ils ne rentrent pas l'un dans l'autre, mais rebondissent, restent à côté. Et donc, si les conditions pour former un chondre agglutiné sont en température sont très petites, bon, peut-être on peut expliquer leur rareté. Bon. L'autre observation est qu'on peut mesurer les âges des différents chondres. J'en reviens en 5 minutes. Les âges des différents chondres de la même météorite. Et si l'idée que les chondres se forment pendant que la poussière collapse pour former un planétésimal était vraie, les chondres de la même météorite devraient avoir strictement le même âge. Or, quand on mesure les âges des chondres du même météorite, on trouve des âges variables sur un intervalle d'à peu près 1 million et demi d'années. Donc, ça contredit que tous les chondres se sont formés au même moment lors de l'effondrement. Donc, à cette critique, Alexander Ebel répond que voilà, toute mesure d'âge a une barre d'erreur. Et donc, cette dispersion d'1,5 million d'années qu'on voit, c'est en fait la barre d'erreur des mesures, qui est en réalité plus grande que celle qui est estimée par les mesureurs eux-mêmes. Oui, peut-être, pourquoi pas. Mais il y a un troisième argument qui tue, qui est sorti plus récemment, donc là, Alexander Ebel n'y a pas encore répondu, et qu'un chondre peut en cacher un autre. Donc, on peut vous faire rire, mais c'est un peu le sujet du séminaire qu'on va entendre tout à l'heure. Donc, on va voir que souvent, un chondre se forme en recyclant un chondre préexistant. Et ceci est rédhibitoire. Donc, ça veut dire que les chondres ne peuvent pas se former lors de l'effondrement sur les planétésimaux, sur un planétésimal donné, parce que sinon, voilà, chaque chondre, on aurait une seule formation des chondres, et un chondre ne pourrait pas se libérer dans les disques pour être reprocessé plus tard. Donc, cette estimation de cette grande densité des poussières lors de la formation des chondres reste dans la littérature extrêmement problématique et probablement n'est pas vrai. Il faut comprendre pourquoi et comment. Alors, il y a un article très intéressant qui vient d'être soumis à un journal scientifique par Emmanuel Jacquet du Muséum d'histoire naturelle. Et eux proposent quelque chose de différent. Au lieu d'empêcher la vaporisation du sodium, ce qui demanderait ces densités faramineuses dont j'ai parlé, eux pensent qu'en fait, les grains, dès qu'il est chauffé, il perd son sodium. Mais le sodium, reste au voisinage. Et après, avant que les grains recristallisent, il y a une recondensation du sodium, mais pas seulement, aussi du SiO, qui rentre dans la phase vapeur, rentre dans les grains fondus. Et donc, il y a la recapture, de la recondensation du sodium au prorata de la recondensation du SiO. Et d'ailleurs, selon la quantité du silicium qui rentre dans les chondres, on forme ces différents chondres, les PO, les PP, donc il y a plus d'olivine ou plus de pyroxène, et il y a effectivement une corrélation entre la teneur en sodium des chondres et la teneur en silicium des chondres. Donc cette idée est tout à fait bien fondée. Alors les auteurs calculent que pour expliquer la quantité de sodium dans les chondres, il suffirait une densité de grains de l'ordre de 10-3 grammes par mètre cube, au lieu de 10 grammes par mètre cube. Alors, les conditionnels, je l'utilise, non pas parce que je ne crois pas, mais bon, c'est un article qui n'est pas encore été validé dans les processus scientifiques, donc la validation par les pairs experts, etc. Et donc ça, c'est vraiment la base du processus scientifique. Donc jusqu'à quand
ceci est fait, les conditionnels est obligatoire. Donc il s'agit pour le moment d'une proposition en attente de validation, mais je pense que c'est bien prometteuse. 10-3 grammes par mètre cube, c'est quand même une densité considérable de la matière. Ça veut dire un rapport poussière sur gaz, bon, ça dépend où on est dans les disques, mais d'à peu près à 1. Donc un enrichissement d'un facteur 100. Mais comme je disais avant, bon, l'enrichissement d'un facteur 100, c'est important, mais avec la sédimentation, certaines dynamiques hydrodynamiques, je parlais de première année, mais je reviendrai dessus au cours numéro 7, sont concevables. Et c'est décidément une densité bien inférieure à celle de l'effondrement gravitationnel. Donc dans ces cas-là, on pourrait former dans les condres, dans les disques, et après ces condres continuent de se balader et peuvent être recyclés multiples fois avant d'être à la fin capturés par un planétésimal. Et un planétésimal qui se forme pourrait capturer condres formés à des temps différents et donc avec des âges différents. Donc ceci m'amène à discuter les âges. Alors, comment on peut calculer un âge? On utilise les fameux chronomètres radioactifs. Donc la fois passée, je vous ai montré, tout à la fin de mon cours, que pour les CAI, donc les inclusions de calcium et aluminium, on a pu déterminer l'existence d'aluminium 26, qui est un isotope de l'aluminium, qui est instable et qui décroît en magnésium 26 avec une demi-vie de 700 000 ans. Alors que l'aluminium 27 est l'isotope principal de l'aluminium, qui lui est stable. Et donc, je vous avais montré ces diagrammes qui montrent que pour différents CAI, il y a une corrélation entre la quantité d'aluminium 27 et la quantité du magnésium 26 produit par décroissance de l'aluminium 26. Donc, il y avait une corrélation entre la quantité de l'aluminium 26 et la quantité de l'aluminium 27, et la pente de cette ligne est bien cette corrélation. Et donc, il donnait un rapport aluminium 26 sur aluminium 27 au moment de la formation des CAI de 5 10 puissance moins 5, qui est la valeur canonique du disque protosolaire. Mais cette valeur, évidemment, diminuait dans les temps, parce que tous les 700 000 ans, la quantité d'aluminium 26 est divisée d'un facteur 2. Donc, on peut faire la même analyse pour les condres, pour voir combien d'aluminium 26 il y avait dans les condres. Ici, par exemple, Siron et al. Prend un condre c'est typique, et regarde différentes phases à l'intérieur des condres, différents grains d'olivine, etc. Et ils font donc une isochrone interne. Donc chaque point, ce n'est pas un condre différent, mais c'est un minéral différent du même condre. Et encore une fois, ils trouvent bien une corrélation entre la quantité d'aluminium 27 et la quantité de magnésium 26 issue de la décroissance de l'aluminium 27. Mais cette pente est moins raide que cela, et implique un rapport entre l'aluminium 26 et l'aluminium 27 au moment de la cristallisation de ces condres de 7 10-6. Et 7 10-6, c'est 7 fois moindre que 5 10-6, 5. Donc, les rapports aluminium 26 sur aluminium 27 dans les condres, au moment où ce condre s'est formé, étaient 7 fois moindres que quand les CAI se sont formés. Or, un septième est un demi à la puissance 2,8. Donc ça veut dire qu'ils se sont passés 2,8 demi-vies d'aluminium 26 entre les moments de la condensation des CAI et la cristallisation du condre étudié. Et vu que la demi-vie est 700 000 ans, donc vous multipliez 2,8 fois 700 000 ans, vous trouvez 2 millions d'années. Donc cette analyse montre que ce condre-là s'est formé 2 millions d'années plus tard que les CAI. On peut répéter la même analyse pour plusieurs condres, bien sûr. Et ça, c'est les résultats, toujours de Siron et al., pour différents condres de différents chondrites ordinaires, soit L, soit LL, peu importe. Ils trouvent toujours des âges par rapport à la formation des CAI, donc des délais de formation des condres par rapport à la formation des CAI, entre 1,8 et 2,2 millions d'années. Donc les condres se sont formés plus tard que les CAI. Alors, ces résultats ont été mis récemment un peu en discussion, parce que quand on mesure les minéraux d'un condre, typiquement, on va sélectionner, vu qu'on doit mesurer une quantité d'aluminium, les minéraux qui sont les plus riches en aluminium. Et ça, ce sont des plagioclases, mésostases, etc. Et ces types de matières, pas ultra réfractaires,
Et donc, on peut imaginer que le magnésium, qui est moins réfractaire à l'aluminium, aurait pu diffuser de ces minéraux, donc quitter ces minéraux, davantage que l'aluminium, lors du réchauffement de l'astéroïde qui a accrété les chondres. Et donc, si on perd du magnésium par rapport à l'aluminium, ceci induit une réduction apparente du rapport aluminium 26 aluminium 27. Je m'explique. Donc là, c'est les mesures que je montrais tout à l'heure. Si le rapport aluminium 27 sur magnésium 24 qu'on mesure n'est pas les valeurs vraies, parce que le magnésium, une partie du magnésium a été perdue, imaginons un tiers du magnésium est parti du chondre, okay, je dis un chiffre par hasard. Donc du coup, les rapports aluminium sur magnésium que vous mesurez est une fois et demie plus grand que la valeur vraie, parce qu'un tiers du magnésium est parti. Et donc, la vraie valeur était 2/3 de la valeur mesurée. Donc, ça veut dire que chaque point aurait un rapport aluminium-magnésium de 2/3 de celui mesuré, tout en ayant la même quantité de magnésium 26 produit par la décroissance de l'aluminium 26. Et donc, la vraie isochrone serait cette ligne-là, qui est plus raide que celle déterminée par les mesures brutes, ce qui voudrait dire plus d'aluminium 26, et donc une formation plus précoce, plus proche de celle des CAI. Et en effet, Yves Marocchi, qui verra le séminaire, je vous présenterai tout à l'heure, et son à l'époque étudiant Maxime Pirala, ont fait la même analyse, donc aluminium-magnésium, pour les chondres, mais en se concentrant sur des minéraux bien spécifiques, des spinels, qui sont plus réfractaires, et donc pour lesquels c'est plus difficile d'imaginer qu'il y ait une perte de magnésium. Et ils ont montré que pour un même chondre, effectivement, l'isochrone qu'on mesure, si on se base sur ces grains, sur ces minéraux des spinels, est plus raide que l'isochrone qu'on obtient si on regarde les mésostases et l'olivine comme on fait Siron et al. Et donc, il conclut que oui, c'est bien ça, le magnésium a diffusé des mésostases et plagioclases, et donc en donnant une âge un peu fausse, un peu trop tardive, et les vrais âges sont celles qui seraient indiquées par les spinels. C'est un résultat publié, bon, ça donne lieu à des discussions, pourquoi pas. Alors, quels seraient les vrais âges des chondres selon cette approche? Donc, ce diagramme vous montre, ignorez l'échelle Y, la quantité d'aluminium 26 par rapport à l'aluminium 27 dans les chondres, c'est-à-dire l'âge, les délais en formation par rapport à l'âge à la formation des CAI, selon les mesures traditionnelles, donc ça c'est les petits points, ou selon les nouvelles mesures basées sur les spinels, qui sont les points plus gros. Donc selon les mesures classiques, celles des Sirono et al. Que j'ai montré tout à l'heure, les chondres des chondrites ordinaires commencent à se former à peu près 1,5 million d'années après les CAI et se forment jusqu'à 2,5 millions d'années après les CAI, alors que les chondres des chondrites carbonées, qui sont ici en bleu et en vert, commencent à se former à peu près 2 millions d'années après les CAI et continuent à se former jusqu'à 4 millions d'années après les CAI. Selon les nouvelles mesures des Pirala et Marocchi, donc c'est les grands cercles, les chondrites ordinaires commencent à se former plus tôt vers 700 000 ans, mais continuent à se former jusqu'à 1 million d'années et demi, 2 millions d'années. Et les chondres des chondrites carbonées commencent à se former à 1 million d'années au lieu de 2, mais continuent à se former quand même jusqu'à 3-4 millions d'années. Donc les délais par rapport au CAI est moindre que ce que la communauté avait déterminé auparavant, mais il est quand même là. Il y a un gap, un âge d'au moins 700 000 ans entre l'âge de formation des condensations des CAI, parce que pour les CAI, on parle d'une condensation à partir du gaz chaud, et l'âge de formation des chondres. Alors ici, il faut bien spécifier qu'est-ce que ça veut dire l'âge d'un chondre. Donc l'âge d'un chondre n'est pas l'âge de formation de son précurseur, c'est l'âge de son dernier épisode d'évolution thermique, okay, à partir duquel les différents atomes ont été figés et donc à partir duquel les rapports aluminium-magnésium est constant, jusqu'à quand les chondres font, l'aluminium et le magnésium circulent et donc se découplent jusqu'à se récombiner dans les minéraux lors de la cristallisation. Donc l'âge d'un chondre, c'est l'âge de la dernière cristallisation et ne dit rien sur l'âge du précurseur. Il est bien possible que le précurseur ait condensé au même moment des CAI,
mais il a été travaillé par ces phénomènes d'altération thermique dans le temps jusqu'au dernier épisode qui est entre 1 et 4 millions d'années, 700 000 ans et 4 millions d'années selon les chondres et selon les chondrites. Mais vous direz, bon, comme on a un âge absolu des CAI, mesuré par les chronomètres plomb-plomb, on l'a vu la dernière fois, pourquoi on ne mesure pas les âges des chondres par le même chronomètre plomb-plomb? Ça nous donnerait directement l'âge absolu, et après on n'a plus qu'à comparer les âges absolus, au lieu d'utiliser un chronomètre à courte période, comme l'aluminium-magnésium, qui ne nous donne pas un âge absolu, mais nous donne un âge relatif, donc un délai par rapport au CAI. Donc ça a été fait, bien sûr, ça a été fait en particulier par les groupes de Copenhague, et là le résultat est étonnant, parce que dans ces cas-là, on trouve que certains chondres ont le même âge que les CAI, donc les CAI se forment entre 4, 5, 6, 8 et 4, 5, 6, 7 millions d'années, il y a, donc. Et il y a des chondres qui se forment au même moment, apparemment, au même âge, plomb-plomb, et d'autres qui ont des âges plomb-plomb très semblables, alors qu'il y a quand même des chondres qui se forment plus tard. Donc, personne nie qu'il y ait des chondres qui se forment plus tard. Mais on dirait que les chondres commencent à se former en même temps que les CAI. Et donc, c'est problématique, parce que là, on utilise un chronomètre, on trouve un résultat, pas de délai. Les chondres commencent à se former au même moment que les CAI. On utilise un autre chronomètre, on trouve un délai. Bon, il faut se mettre d'accord. Donc, il faut se mettre d'accord. Évidemment, il y a des interprétations différentes. Selon Piralla et Marocchi, mais aussi Steve Desch et d'autres, donc eux, ils proposent en fait que les vrais âges des CAI soient un peu antérieurs, soient vraiment 4, 5, 6, 8. Je vous avais montré un CAI dont l'âge avait été mesuré à 4, 5, 6, 8, quelque chose. Et que ces âges qu'on voit sont un peu des âges apparents aussi parce que les plombs est un élément volatile. Et donc les CAI, une fois qu'ils ont condensé, eux aussi sont soumis à ces phénomènes de réchauffe dans les disques, exactement comme les chondres. Et d'ailleurs, on le voit dans leur pétrologie, il y a différents types de CAI, je ne vous ai pas ennuyé avec ça, mais il y a des CAI à grains fins, qui deviennent après des CAI à grains grossiers, donc on voit bien la trace qu'un CAI, une fois avoir condensé dans les disques, est reprocessé thermiquement, parce que ces événements de chauffe dans les disques qui concernent les chondres, évidemment, ont affecté aussi les CAI qui existaient déjà. Et donc, dans ces événements de réchauffe, les plombs qui est volatile peut en partie être perdu. Et si vous perdez un peu de plomb, ben, du coup, vous déduisez une âge de formation plus récente, parce que ben, vous avez perdu une partie du plomb radiogénique. Donc ça, c'est leur explication. Donc, l'âge de plomb-plomb des CAI n'est pas très juste, mais il y a à peu près une erreur d'1 million d'années, ce qui permettrait de réconcilier les âges plomb-plomb avec les âges aluminium-magnésium. L'interprétation différente, portée par le groupe de Copenhague, est qu'en fait, rien dit que le rapport aluminium 26 sur aluminium 27 était uniforme dans les disques. Et donc, eux disent, voilà, simplement, si l'âge de formation est la même selon les chronomètres plomb-plomb, mais il semblerait, en regardant l'âge aluminium-magnésium, que les cônes se forment plus tard. Ça veut dire que les cônes se font former à un endroit du disque où il y avait en même temps moins aluminium 26 que dans la région où les CAI ont condensé. Alors, cette explication est mathématiquement valable, mais elle est problématique parce que pour donner un délai apparent de 700 000 ans, ce qu'on a vu tout à l'heure, un délai minimum de 700 000 ans, il faudrait une hétérogénéité dans l'abondance d'aluminium 26 en temps donné de l'ordre d'un facteur 2. C'est énorme. Alors, je vous parlerai dans les cours numéro 6 d'hétérogénéité isotopique dans les disques protoplanétaires, mais on verra que ces hétérogénéités sont minimes, minuscules, c'est pour ça qu'elles viennent d'être découvertes. Et c'est de l'ordre de 10-3, 10-4, pas un facteur 2. Donc que l'aluminium 26 soit hétérogène à un facteur 2-3 près, alors que tout le reste est homogène à un facteur 10-3, 10-4 près, ça serait quand même étonnant. Donc je pense interpréter l'avis de la plupart de la communauté en disant que cette hypothèse ne tient pas trop la route et que sans doute ça c'est plutôt réaliste. Et d'ailleurs on a mesuré quelques CAI qui se forment à 4, 5, 6, 8 et donc probablement ça c'est la vraie date de formation des CAI et les délais de formation des chondres par rapport à la condensation des CAI est bien réel. Une autre
caractéristique des condres, c'est aussi une caractéristique très débattue dans la communauté scientifique, est la notion de complémentarité avec la matrice. Alors, vous vous souvenez, une chondrite est faite de CAI, quelques pourcents, très peu, même pas dans les chondrites ordinaires, par exemple, matrice et chondre. Okay. Donc, et le reste, à peu près trace. Et ce qu'on observe, par exemple, par exemple, si on calcule la quantité de magnésium et de fer dans les chondres, vous trouvez que chaque chondre a des valeurs différentes, une quantité de magnésium et une quantité de fer. En général, les chondres sont enrichis en magnésium par rapport au fer, par rapport aux météorites CI, donc la composition solaire. Donc, parce que ces points sont à droite de la ligne, donc ça veut dire que chaque point a plus de magnésium que de fer par rapport à la composition solaire. C'est les points verts. Par contre, vous prenez des grains de matrice, vous pouvez faire la même analyse et vous trouvez que c'est plutôt le contraire. Les grains de matrice ont plutôt plus de fer que de magnésium par rapport à la composition solaire. Bon, ok, soit. Ce qui est intéressant est que quand vous prenez la météorite tout entière, donc en combinant la matrice et les chondres, tout en ayant une hétérogénéité des chondres, des valeurs dans les chondres, une hétérogénéité des valeurs dans la matrice, vous mettez les tout ensemble pour mesurer votre météorite en bulk, c'est-à-dire en entièreté, et vous tombez sur les rapports solaires. Les rapports fer sur magnésium et les rapports CI et les rapports solaires, on s'en dévie très peu. Donc ça veut dire, c'est ça la complémentarité. C'est ce qui manque aux chondres, dans cet exemple spécifique, les fers, se retrouve dans la matrice, et après, chondre et matrice se retrouvent dans la météorite, dans les bonnes proportions, pour rétablir les rapports originaux qui étaient les rapports solaires. Alors, cette complémentarité semble marcher, semble être vraie, seulement pour des paires d'éléments qui condensent dans les disques à une température très similaire. Donc, les fers et les magnésiums, aussi les magnésiums et les siliciums, pour aller pour des plus réfractaires, l'aluminium et le titanium, l'hafnium et le tungstène, etc. Mais ça ne marche pas du tout si vous prenez deux éléments qui ont des températures de condensation différentes. Par exemple, si vous faites les mêmes diagrammes entre aluminium et sodium, aluminium étant très réfractaire, sodium étant volatile, vous ne retrouvez pas du tout la composition, la météorite à la fin n'a pas une composition solaire et donc il n'y a pas de complémentarité. Aussi vrai pour aluminium, silicium, calcium, silicium, etc. Bon, donc c'est valable pour certains éléments, pas d'autres, ok. C'est quand même troublant, même parce que en soi, le fait que quand on chauffe un grain pour le faire devenir chondre, on perd quelque chose, ok. Et que c'est quelque chose, on doit bien se retrouver quelque part ailleurs, donc à la fin, on va recondenser dans les disques, il se retrouve dans la matrice. Tout ça, bon, c'est pas choquant. Mais le fait que dans la météorite, dans son entièreté, est la moyenne solaire, veut dire que quand on forme les planétésimales, on prend tant de chondres et tant de matrices dans les bonnes proportions. Vous comprenez? Si ce qui est perdu par les chondres allait dans la matrice, mais ensuite, quand un planétésimal se forme, il prend 50% des chondres disponibles et 10% de la matrice disponible, la moyenne, ça n'est pas solaire. Ça veut dire que les planétésimaux, de quelque manière, ont su prendre n chondres et n grains de matrice pour qu'ils, combinés ensemble, fassent la moyenne d'origine. Et ça, c'est assez magique, c'est pas compris, c'est très étonnant. Et la communauté, donc, débat âprement sur est-ce que la complémentarité est bien réelle, c'est plutôt un hasard, et est-ce qu'il y a des raisons pour prendre des chondres de la matrice dans les bonnes proportions. Je suggérerais quelque chose, que je suggérerais dans la littérature, dans mon cours numéro 7, mais donc la complémentarité chondre-matrice, c'est vraiment un des éléments les plus troublants de la science des météorites chondritiques. Alors, dans les derniers 10 minutes, avant de passer à la pause et au séminaire, venons maintenant à discuter quel processus peut créer ces événements de chauffe et refroidissement qui sont à la base de la formation des chondres, n'est-ce pas? Donc, pour être tous sur la même page, un rappel de quelles sont les choses qu'on voudrait expliquer.
Voilà, on voudrait expliquer pourquoi la température soudainement augmente, au point de fondre les grands précurseurs. Et pourquoi la température rechute assez rapidement, d'abord avec dizaines de degrés par heure, puis peut-être 1 degré par heure. On veut aussi comprendre pourquoi les condres n'ont pas commencé à se former tout de suite. Donc, en acceptant cette idée qu'il y a un délai d'au moins 700 000 ans, comme montré par les chronomètres aluminium-magnésium, peut-être plus. Et on voudrait aussi comprendre pourquoi les condres se forment seulement quand les poussières sont en masse. Parce qu'on a vu qu'il faut quand même des grandes concentrations de poussières pour limiter la dévolatilisation. Pas autant peut-être qu'Alexander le disait, mais quand même des concentrations de l'ordre de 100 fois la valeur canonique dans les disques. Donc, c'est les 4 choses que les modèles de formation des condres voudraient expliquer. Et donc là, je vous montre 4 idées qui ont été proposées et étudiées dans la littérature rigoureusement pour la formation des condres. Chacune a ses avantages et ses désavantages, donc il n'y a pas vraiment un consensus. Mais bon, allons voir. Première idée est que des condres pourraient se former dans des impacts. Ça, c'est plutôt logique. Vous avez un corps qui impacte un autre corps. Ici, je crois que c'est un objet de 10 km, les ronds, qui impactent à 3 km par seconde un objet de taille lunaire. Donc, à cette échelle-là, la Lune est plate. Bon, voilà, donc les 2 corps rentrent en collision, et ça, c'est le temps, 1/3 de seconde, 1/8 de seconde, 1 seconde 3. Évidemment, sur les points de contact, il y a un choc terrible. Ça chauffe, la température monte à 1000, 2000 degrés, et évidemment, comme quand vous lancez un caillou dans l'eau, il y a un splash, et donc vous avez un jet des matières fondues dans l'espace. Fantastique, on a donc de la roche fondue qui est partie dans l'espace, et du moment où elle se libère dans l'espace, elle peut commencer à refroidir à toute vitesse. D'ailleurs, donc ça c'est un diagramme qui montre les temps de refroidissement calculés, c'est des expériences de simulation à l'ordinateur. Si l'impacteur est petit, les taux de refroidissement sont énormes. On parle même de 1000 degrés par heure, donc bien plus fort que ce qu'on voit dans les condres. Mais si l'impacteur est lui-même grand, donc de 1000 km, donc là c'est encore des 1000 km qui tapent encore notre corps de 1000 km, les taux de refroidissement sont de l'ordre de 100 degrés par heure, donc tout à fait compatible avec ce qui est mesuré dans les condres. Pourquoi? Parce qu'on a un jet qui est beaucoup plus massif, et donc les jets a du mal, s'il est massif, a du mal à refroidir parce qu'il est optiquement épais. Donc c'est une idée très, très alléchante qui a quand même pas mal secoué la communauté quand cette idée est sortie. Il peut effectivement expliquer les retards dans la formation des condres, parce que juste il faut d'abord faire des gros planétésimaux de taille 1000 km avant de former des condres par collision, donc les délais automatiques. On ne peut pas faire des condres tout de suite, ça c'est très bien. Explique la haute densité des matières pour limiter la dévolatilisation, parce que dans les jets, il y a énormément de matière, c'est très épais, voilà, très optiquement épais, c'est très dense, voilà, donc on dévolatiliserait très peu. Mais il y a quand même des bémols. Ces corps qui doivent être là se placent à 1 million d'années pour commencer à faire les condres, donc c'est les planétésimaux qui se sont formés dans la première million d'années, ils devraient être à leur tour fondus. Parce que, ça ce sera l'objet de mon cours numéro 5, si un planétésimal se forme vite, il chauffe à cause de la décroissance de l'aluminium-26, il fond et il différencie. Donc ça veut dire que le fer coule au centre et les silicates restent en surface, un peu comme Vesta qu'on avait vu lors du premier cours. Et donc dans ces jets, on s'attend très peu de fer. Or, les condres, oui, sont un peu déficients en fer, vous l'avez vu, mais bon, le complément du condre du fer se trouve dans la matrice. Donc, si les fers étaient dans les noyaux, les tout seraient très déficients en fer. Donc ça, c'est un problème. L'autre problème, comme on verra dans les séminaires tout à l'heure, qu'on voit clairement la trace des grains précurseurs des condres. Et donc, si les condres étaient issus de la collision des planétésimaux confondus, et donc ils ont des manteaux, des croûtes, etc., il n'y aurait pas de grains précurseurs originels comme des CAI ou des AOA qui restent intacts qu'on retrouve à l'intérieur des condres. Donc, ces 2 observations-là mettent quand même un peu en crise ces scénarios de formation des condres lors des impacts, même s'il y a encore des acteurs dans la communauté qui défendent ces modèles. Je dirais le modèle qui a le plus d'acceptation, mais c'est en fait une catégorie de modèles, est celui des ondes de choc, donc des chocs hydrodynamiques dans les disques.
Donc, qu'est-ce que c'est un choc? C'est une perturbation supersonique de la vitesse du gaz par rapport au mouvement normal dans les disques qui est keplérien et circulaire. Donc ici, par exemple, je vous montre, c'est une planète qui est mise dans un disque. Là, vous avez une carte de densité. Donc la planète perturbe les disques, crée une dépression, donc là où il n'y a pas de gaz le long de l'orbite de la planète, crée une onde spirale de surdensité. Voilà. Mais en même temps, en plus de créer une perturbation dans la densité du disque, crée aussi une perturbation de la vitesse du mouvement du gaz. Ici, vous avez une carte de la perturbation de vitesse radiale. Normalement, dans les disques, il n'y a aucune vitesse radiale. Donc, si vous avez une vitesse radiale, c'est une perturbation. Et ici, c'est les changements de vitesse orbitale du gaz dus à cette perturbation. Et là, vous avez en couleur rouge une perturbation positive, en couleur bleue une perturbation négative par rapport au mouvement keplérien. Donc, la vitesse du son est à peu près 5%, la vitesse keplérienne. Donc, tout ce qui est rouge foncé ou bleu foncé est supersonique. Et donc, vous voyez que voilà, une planète introduite dans un disque crée bien des perturbations supersoniques dans les disques. Donc, ces choses-là peuvent exister. Et en principe, si vous avez une onde supersonique et vous êtes un élément de fluide baladé dans les disques, à un moment donné, vous croisez cette onde, mais vous avez, donc avant de croiser l'onde, vous êtes dans un disque qui a une valeur typique de densité, de l'ordre de 10-9 grammes par centimètre cube, ça c'est la densité typique dans un disque. Et puis, paf, vous rencontrez l'onde. L'onde est une onde de surdensité. Et la densité, donc, augmente soudainement d'un ordre de grandeur, 2 ordres de grandeur, un demi-ordre de grandeur. Ça dépend des caractéristiques de l'onde. Mais c'est soudain. Vous ne la voyez pas venir, l'onde, parce que l'onde se propage supersoniquement. Et les perturbations de vitesse se déplacent à vitesse sonique. Donc, l'onde arrive sans avoir une augmentation de la densité au préalable. Donc, c'est comme si vous rentriez dans un mur, tout d'un coup. Et la température, c'est pareil. Donc, vous êtes dans une région du disque assez froide. Vous vous approchez du choc. Là, les disques commencent à être un peu chauffés parce que les perturbations de densité se propagent à la vitesse du son, mais les perturbations de température à la vitesse de la lumière. Donc là, les disques commencent à chauffer un peu. Puis, vous rencontrez les murs. Les disques deviennent très, très chauds. Mais dès que vous passez à travers les chocs, la température rechute sur un disque qui est quand même chauffé par les chocs. Il prendra un peu plus de temps à refroidir. Donc, vous avez un refroidissement très rapide suivi d'un refroidissement lent. Ça ressemble vraiment à ce que les condres nous montrent. La question est, OK, d'accord, mais qu'est-ce qui génère ces ondes de choc? Alors, on peut avoir plusieurs idées. Je vous ai dit tout à l'heure, une planète géante, on a Jupiter dans les disques finalement. Donc, pourquoi pas c'est Jupiter? Non, ça ne peut pas être Jupiter, parce que même pour une planète comme Jupiter, il n'y en a jamais eu de plus grosse, chez nous au moins, l'onde est trop faible. La densité, sursaut de densité est trop faible, le sursaut de température est moins de 1000 degrés, c'est pas bon. Au départ, tout au début, quand les disques étaient massifs, pouvaient être gravitationnellement instables. Dans ces cas-là, il pouvait y avoir des ondes spirales très fortes, très prononcées, sans avoir encore de planètes. Et donc, voilà, pouvoir créer des phénomènes compatibles avec les condres. Ou alors, quand les gaz tombaient sur les disques, comme l'a montré un peu Adnan la fois passée, les gaz, quand ils tombent sur les disques, choquent les disques, les perturbent fortement, peut créer des perturbations spirales très, très fortes. Mais, dans ces cas-là, les problèmes, c'est le délai. Aussi, ces choses-là arrivent très tôt, dans un disque très jeune. Il n'y a aucune raison de commencer à être active avec 1 million d'années de retard. Et donc, on aurait que tous les condres se forment très très vite, et pas tard. Et on a vu que les condres continuent de se former jusqu'à 4 millions d'années. Donc ça, c'est plutôt rejeté. Une idée très intéressante de Maurice Steve Desch, collaborateur, est que lors de la formation planétaire, à un moment donné, il y a des planètes qui gagnent, donc qui deviennent les véritables planètes qu'on connaît, mais des planètes qui perdent, donc qui commencent à se former, mais puis finalement sont déstabilisées par les autres planètes. C'est une lutte entre géants, entre oligarques, disons, et ces planètes perdantes, à un moment donné, sont éjectées, donc passent un certain temps sur des orbites avec une certaine excentricité, des 30-50%, avant d'être éjectées du système solaire. Pendant ces laps-là, donc, ils traversent les disques sur une orbite elliptique, avec des vitesses de l'ordre de plusieurs kilomètres par seconde, c'est clairement supersonique. Donc cette carte-là vous montre par exemple ce qui se passe quand un objet de la moitié de la masse de Mars traverse les disques à 7 km par seconde. Et
Et ici, vous avez les lignes du courant du gaz. Donc, vous avez, vous voulez, la planète descend dans les disques où les gaz remontent par rapport à la planète. Et donc, les gaz, sans la présence de cet obstacle, il est dévié et ça crée, vous voyez, une onde de choc supersonique, parce que les gaz et la planète se déplacent à vitesse supersonique l'un par rapport à l'autre, et des très hautes densités. Et donc, ça aussi, c'est une condition favorable à la formation d'un chondre. Ici, vous avez l'histoire de la température pour un grain qui monte par là, voit les chocs, et entraîné dans les chocs avant de s'en sortir. Donc avant, c'est très froid, puis ça monte à très haute température, presque 2000 degrés, et puis la température rechute, d'abord vite, puis plus lentement. Donc c'est tout à fait comparable avec les chondres. C'est un très bon modèle. Il y a deux questions ouvertes, ne sont pas rédhibitoires. Combien de types de planètes comme ça on peut avoir, dans quelle région du système solaire, seulement le système solaire externe, aussi les systèmes solaires internes, etc. Et pourquoi la haute densité des poussières? Qu'est-ce qui empêche un grain individuel de se balader, traverser l'onde des chocs et du coup perdre complètement ses volatiles? Or, on ne les voit pas, ces grains-là. Donc, ça voudrait dire que la matière, les poussières, pour une région X, Y, sont toujours dans un état de haute densité, très sédimentés sous des plans médians, très accumulés dans des filaments, etc. On verra ça lors du cours 7. On peut aussi recycler les collisions dans l'idée des ondes de choc. C'est un travail très récent, Sarah Stewart et collaborateurs. Donc, eux, ils considèrent la collision de deux objets, de deux planétésimaux, 100 et 200 km, par exemple ici, à 6 km par seconde. C'est assez élevé, mais bon, ça peut arriver. Et considèrent que ces planétésimaux sont riches en eau. Et donc, quand il y a ces collisions catastrophiques à très haute énergie, l'eau s'évaporise et crée donc une plume de vapeur qui quitte les planétésimaux collisionnés et se déplace dans les disques. C'est ce qu'on voit ici. Ces deux figures montrent l'état du système 1h23 après la collision sur une échelle de 64 000 km x 64 000 km. Ici à gauche, vous avez la densité de la vapeur. Donc, ça monte à des densités assez élevées, 10-3 au lieu de 10-9. Donc, on a des enrichissements des densités d'un facteur 1 million. C'est très bien. Et là, c'est la température. Et vous avez au bord de cette plume qui s'expande dans les disques des températures tout à fait compatibles avec la température de formation des chondres. Donc là, les chondres ne sont pas des débris des planétésimaux qui ont été fondus comme dans les modèles d'impact jetting que j'ai montré au départ. Les chondres, c'est des grains qui se baladent dans les disques, mais qui sont balayés par cette onde de choc qui s'expand lors de la collision des planétésimaux. Très beau modèle, compatible avec les délais, parce qu'il faut déjà avoir des planétésimaux de 100-200 km et avoir des agents perturbateurs comme des planètes pour les exciter, pour qu'ils aient des collisions à haute vitesse. La haute densité, parce que la densité est très grande, donc on avait enrichi d'1 million de fois dans cette plume, donc ça marche très bien. Le bémol est que ça marche seulement pour des corps riches en glace, donc est-ce que ça marcherait par exemple pour les chondres et chondrites en statite, dans les systèmes solaires internes, il n'y a pas de glace du tout, etc. Et à très haute vitesse, hein, c'est des vitesses 6 km par seconde atteignables, mais pas tout à fait génériques. Quittons les ondes de choc pour venir à une troisième catégorie de modèles, c'est les foudres. Alors, quand vous voyez une éruption volcanique, vous avez un panache de gaz et de poussières qui se lèvent, et vous avez des grands foudres, voilà, qui sont spectaculaires à photographier. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de cendres qui vont dans les plumes du volcan. Ces cendres collisionnent entre eux, et en collisionnant, ils se chargent électriquement. Et en se chargeant, au moment donné, ça doit décharger, ça crée une foudre. Donc l'idée, pourquoi on ne peut pas faire la même chose dans les disques protoplanétaires? Donc Kazi et Desch ont imaginé que voilà, un grain plutôt gros, précurseur d'un chondre, est tapé par beaucoup de grains plus petits, à la fois silicatés ou des métals, et dans ce processus, il y a un partage des charges. Les grains précurseurs des chondres se chargent positivement, les grains de métal petits qui s'en vont chargés négativement, et c'est après, par des mécanismes hydrodynamiques, on sépare les gros grains des petits grains, vous séparez les charges, et donc vous avez des zones très fortement chargées positives, avec des zones très fortement chargées négatives, et à un moment donné, ça pète, ça crée une foudre. Et la foudre, évidemment, porte en température à des niveaux énormes.
Donc, c'est très bien, compatible avec la haute densité poussière, parce que c'est les collisions qui chargent les grains, donc il faut avoir beaucoup de grains pour avoir beaucoup de collisions. Mais le processus est inefficace, parce qu'il faut beaucoup de temps pour créer suffisamment de charges pour créer une foudre, et quand la foudre se déclenche, bien sûr, sur le chemin de la foudre, tout est fondu, mais la taille d'une foudre est environ 100 km, si on fait les calculs dans le cadre du disque. Donc, à la fois, vous dépensez énormément d'énergie pour processer la matière sur 100 km à la fois. Avant de faire beaucoup de condres, il faut beaucoup de temps. Et pourquoi un délai? Voilà, parce que tout ça pourrait commencer à avoir lieu dès le départ. En fait, au départ, il y a plus de poussière que dans un disque tardif à 4 millions d'années. Donc, c'est plutôt, la communauté a plutôt abandonné cette idée. Dernière nouvelle, une dernière idée, et après je vous laisse à la pause, vient de sortir, c'est une idée un peu orthodoxe, mais pourquoi pas. Donc, il y a à un moment donné des protoplanètes suffisamment massives pour être entourées d'une atmosphère d'hydrogène et d'hélium, ce qu'on appelle une atmosphère primitive. Et il y a des grains qui se baladent dans les disques, et ces grains, à un moment donné, peuvent tomber dans l'atmosphère de la planète. Et donc, ils pénètrent dans l'atmosphère, et plus ils pénètrent, plus la densité est élevée, plus la température est élevée. Alors, une partie continue à pénétrer, ils tombent sur la planète, c'est comme ça aussi que la planète se forme, c'est ce qu'on appelle la pebble accretion. Mais une partie, ceux qui restent dans la haute atmosphère, peuvent répartir, parce que la haute atmosphère de ces protoplanètes n'est pas complètement liée gravitationnellement à la planète. Donc, c'est du gaz qui vient, passe du temps et répare. Donc, il y a des grains, s'ils ne pénètrent pas trop profondément dans l'atmosphère, ils peuvent répartir. Et les auteurs calculent donc quels sont les cooling rates, donc les taux de refroidissement, pardon, et les pressions typiques des grains qui pénètrent suffisamment pour ressortir. Ils trouvent des taux de refroidissement de 10 à 100 degrés par heure, ils trouvent des pressions de l'ordre du bar, donc c'est plutôt bien. Ça expliquerait évidemment les délais, parce qu'il faut déjà avoir des planètes suffisamment massives, il faut au moins 3 fois la masse de Mars pour avoir une atmosphère suffisamment dense pour avoir les températures qu'il faut. Donc, évidemment, il faut avoir le temps de former ces planètes. Donc, ça explique les délais, ça explique la haute pression, parce que c'est le gaz de l'atmosphère, ça explique apparemment les temps de refroidissement. Et donc, la vraie question, encore une fois, combien de protoplanètes de ce type existaient dans le système solaire, et donc, quelle est la quantité de matière qu'ils ont pu processer. Donc, voilà, mon petit résumé de la journée avant la pause. Donc, les cônes sont des petites billes silicatées formées d'abord d'un grand précurseur qui a été fondu et a recristallisé, sont abondants dans tous les cônes, sont chauffés soudainement, refroidis d'abord très vite, puis un peu plus doucement, mais toujours quand même très vite. Ils étaient en grande densité, parce qu'autrement, ils auraient été complètement dévolatilisés. On commençait à se former 1 million d'années à peu près après les CAI, mais les cônes ont continué à se former jusqu'à la fin du disque protoplanétaire, 4 millions d'années après les CAI. Ce n'est pas clair si les cônes du même météorite se sont formés au même moment ou pas, probablement pas. Et il semblerait y avoir un lien génétique entre cônes et matrices du même météorite, même si ça, c'est très difficile à comprendre. Quant à leur formation, voilà, comme je vous ai montré, il existe beaucoup de modèles, aucun vraiment qui s'affirme comme le modèle. Et donc, c'est ça qu'il faut tenir compte. Et bon, je vous laisse à la pause avant le séminaire où Yves Marocchi nous parlera de l'histoire des cônes un peu plus en profondeur, ce qui nous donne un témoignage très fort et très précis sur l'histoire complexe de la matière dans les disques protoplanétaires. Merci.